Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je te partage 3 leçons qui ont changé ma façon de coacher. Moi, c'est Romain, j'ai coaché des centaines de personnes, du client lifestyle jusqu'au compétiteur qui monte sur une scène de bodybuilding. Aujourd'hui, en parallèle de mon activité de coaching, je développe Synergie, l'application que j'aurais rêvé d'avoir pour coacher dans les meilleures conditions possibles. Et sur ce podcast, je te partage tout ce que j'apprends, que ce soit à travers le coaching ou à travers la construction de Synergie. Et d'ailleurs, à la fin de cet épisode, je te partage notre team building à Toulouse avec l'équipe Synergie. Let's go pour la première leçon de ce podcast. On va parler de le moins et souvent le mieux, et parfois c'est tout l'inverse. Il y a quelques règles, en tout cas que j'ai pu noter au fur et à mesure de mes années de coaching sur tout ça, mais en tout cas c'est une leçon que j'ai beaucoup appris par essai-erreur, et me rendre compte qu'en fait vouloir en faire trop, c'était souvent très contre-productif quand on parlait de coaching. Et du coup, qu'est-ce que j'entends par le moins et souvent le mieux? Un truc que j'ai beaucoup remarqué, c'est que très souvent nos clients seront très motivés au début d'un suivi, ce qui est normal, hein. Nouveauté, l'envie plus de progresser, etc. Capacité à faire du coup peut-être plus d'actions qu'ils sont réellement capables de faire sur un horizon un peu plus moyen terme. Et je me suis rendu compte par exemple que quand un client me proposait deux nombres de séances différents, j'ai maintenant toujours tendance à prendre le chiffre le plus bas. C'est-à-dire que très souvent quelqu'un va te dire ok, je peux m'entraîner 4 ou 5 fois par semaine ou 5 ou 6 fois par semaine. Et ben moi je vais toujours prendre la fourchette la plus basse. Et crois-moi que pendant très longtemps j'ai pris la fourchette haute, et je pense que si je faisais des statistiques, 75% du temps c'était le mauvais choix. Parce que l'entraînement, en plus de ça, c'est vraiment un horizon long terme. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de cadrer quelque chose qui va être tenu dans le long terme, et donc commencer par en faire trop, bah souvent ça va être très contre-productif. Donc les gens sous-estiment vraiment largement ce qu'ils sont vraiment capables de tenir dans la durée, et du coup la motivation de départ elle est complètement décorrélée en vrai de la motivation réelle que le client a. Donc là c'est aussi important en tant que coach de pouvoir justement dézoomer, et encore une fois c'est un peu ce truc de lire entre les lignes, de se dire ok, c'est pas là il me dit ça, mais est-ce que horizon 3 mois ça va être vraiment ça? Et du coup alors il faut pas prendre en compte que nos clients pas partir du principe que nos clients nous mentent, on va dire, mais il faut quand même partir du principe que leur jugement peut être altéré, peut être biaisé, comme n'importe quel être humain, comme n'importe qui. Et donc prendre en compte ça quand on lit un questionnaire d'onboarding, ça peut être vraiment très intéressant. Petite tasse où je me suis fait racketter à San Francisco, Golden Gate, pas mal. Café est meilleur là-dedans. Exactement pareil pour la durée des séances. J'ai remarqué qu'il fallait toujours mieux commencer avec moins, pour se rendre compte aussi de à quel point la personne avait une capacité à peut-être set-up des nouveaux mouvements, apprendre des nouveaux mouvements, etc., etc. Donc mieux vaut commencer avec moins de volume, moins de séries, et augmenter progressivement, plutôt que l'inverse. En fait, si on se met à réduire le nombre de séances, à réduire le temps de séance, à réduire le volume pendant la programmation, le risque c'est aussi de mettre la personne un peu en échec, lui dire bah ok, t'es pas capable de le faire, et ça amène quand même une certaine négativité. Dépendant de comment c'est amené, évidemment ça peut être amené ou bah ok, j'ai peut-être surestimé ce que tu étais capable de faire, etc., etc. Mais si on peut plutôt aller dans un angle de positivité où au fur et à mesure du coaching on arrive à augmenter le volume, peut-être faire une séance de plus, peut-être réussir à faire un peu plus de temps de séance, etc., etc. Mais le fait que la personne se rende compte que dès le début en fait elle est capable de suivre le plan, et que, parce qu'il y a aussi ce sentiment de quand on suit pas le plan, bah ok, je suis en échec, j'ai loupé, j'ai pas suivi le plan, et c'est assez désagréable en tant que, autant en tant que client ou en tant que nous pratiquants nous-mêmes, de pas réussir à suivre le plan qu'on s'est fait, le plan que notre coach nous a donné. Donc il y a vraiment ce truc à se dire au début, il faut faire le truc le plus entre guillemets simple qui permet d'être suivi, surtout qu'on connaît pas la personne, on ne se rend pas vraiment compte. Un questionnaire d'onboarding ça ne suffit clairement pas pour comprendre vraiment la personne. Si le questionnaire est très bien fait, on peut quand même choper beaucoup d'infos, mais il y a quand même des choses qu'on va pas comprendre. Et donc, pour moi, ça a beaucoup de sens de vouloir toujours être dans le truc du moins. Et quand je parle du moins, c'est aussi le système. Plus le système est simple, mieux c'est. Ça peut être transmettre les données, les infos les plus importantes, et ne pas donner 36 000 directions à la personne. C'est d'ailleurs pour ça, j'en ai fait un podcast récemment, que j'ai arrêté de faire des vidéos de présentation pour mes onboarding, et j'en ai fait des calls d'onboarding,
que je continue de faire actuellement et qui clairement n'a rien à voir avec ce que je pouvais faire avec les vidéos. C'est vraiment beaucoup mieux de faire des calls d'onboarding, honnêtement. Je sais même pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Parce que clairement, on résout beaucoup de questions très rapidement. Donc, et on évite de donner 36 000 directions et puis on s'adapte surtout à la personne. Très vite, on voit si la personne elle est réceptive, si elle veut en apprendre plus, si elle veut comprendre plus. Donc il y a vraiment cette capacité à s'adapter directement et surtout à répondre aux questions et à capter s'il y a vraiment de la friction sur certains points. Je pense que c'est vraiment une question de quantité le problème. Hein. C'est toujours, en tout cas quand on parle de coaching, très souvent en tant que coach, beaucoup de gens ne manquent pas forcément d'informations ou en tout cas de quantité d'informations qu'elles peuvent transmettre. Et c'est plutôt l'inverse. Le problème, c'est de trouver la bonne info au bon moment pour le bon profil, c'est-à-dire de donner juste ce qu'il faut. Au bon moment. C'est vraiment une question de timing en fait. Hein. Et je trouve ça assez intéressant de se dire ça, essayer d'être juste plutôt que juste binge le plus de mots possible. Et le truc, c'est qu'il y a des exceptions. Et notamment, on va parler de la nutrition, qui est souvent une exception assez grande sur du coup, le fait de faire le moins possible au début. Pourquoi ? Parce que, et pourquoi il y a une grosse différence entre l'entraînement et la nutrition, c'est que l'entraînement, c'est quelque chose de très long terme. On n'a pas de résultat sur de l'entraînement, à part sur les charges, mais visuellement, au niveau du physique et au niveau de la progression, si on parle de prise de muscle en tout cas, c'est relativement lent. Il y a quand même une certaine horizon long terme et on ne pourra pas faire des changements, on va dire, qui auront un impact sur la progression, on va dire, de la masse musculaire à très court terme. En tout cas, ça a quand même une horizon assez long terme. On n'a pas, c'est pas comme la nutrition où le moindre changement peut amener en une semaine des résultats significatifs. Donc il y a vraiment cette différence de latence, on pourrait dire, entre ces deux pôles, on va dire. Donc la nutrition, c'est un changement peut amener beaucoup de résultats très rapidement, alors qu'un entraînement, c'est un peu différent. Après, si on parle de douleur, si on parle d'autres choses, bien sûr que ça peut avoir un impact, mais si on parle purement de progression, évidemment la nutrition a une horizon beaucoup plus court terme. De ce fait, la nutrition, ça va avoir beaucoup de sens de profiter de cet élan de motivation du début pour mettre un peu les bouchées doubles. Alors pourquoi mettre les bouchées doubles ? Parce que très souvent, beaucoup de gens, quand ils nous contactent, qu'ils ont par exemple un objectif de perte de gras, ils ont toujours galéré à avoir des résultats, ils n'ont jamais vu vraiment de résultats parce que déjà ils prenaient pas de données, donc ils se rendaient pas compte s'ils progressaient ou ils se pesaient peut-être une fois par semaine, ils se regardaient dans le miroir, donc ils avaient aucune donnée pour voir s'ils progressaient vraiment. Et deuxièmement, ils n'ont pas eu la rigueur pour tenir parce qu'ils se rendaient pas compte qu'ils avaient des résultats, donc ils étaient démotivés, donc ils continuaient pas de faire leurs actions qui potentiellement étaient bonnes. Donc le fait de pouvoir leur montrer des résultats rapides au début en mettant quelque chose d'assez agressif parce qu'ils sont très motivés donc ils vont réussir à le tenir, ça amène une boucle un peu de motivation et surtout une boucle de confiance. Ils se disent c'est bon, j'ai trouvé le truc, ça marche, je suis super motivé, je vais avoir des résultats, et là ça amène une boucle. Résultat, motivation, etc. Et du coup on arrive à se dire ok, on arrive à lancer un peu les chevaux et donc clairement, quand je dis motivation, c'est aussi juste motivation et confiance, quoi. On arrive vraiment à lancer ce truc-là des résultats, et donc on a des personnes qui vont avoir une bien meilleure adhésion. Donc c'est pour ça que pour la plupart des gens, avoir quelque chose d'assez agressif au départ, ça peut être vraiment une très bonne strat quand on parle de perte de gras. Sachant que très souvent quand on commence un suivi, rares sont les personnes, donc on va pas commencer par un déficit. Parce que rares sont les personnes qui ont un taux de masse grasse vraiment super petit, ça peut arriver quand même, bien évidemment, mais voilà, ça peut être vraiment bien d'avoir ce truc-là, de profiter de cette motivation de début. À l'inverse, on pourrait dire ouais mais non, je sais pas trop, je connais pas trop, il y aura quand même des profils où il faudra l'éviter, bien évidemment, mais de manière générale, je pense que c'est une bonne approche. Et du coup, le vrai principe entre les deux, c'est un peu le même. Hein. En fait, le moins de séances et l'agressivité en nutrition, c'est pas vraiment contradictoire, c'est un peu le même truc finalement. C'est quel est le curseur sur ce que la personne va réussir à tenir et pas vraiment sur ce qu'elle va déclarer réussir à tenir. Donc c'est plutôt aussi une analyse côté coach de ok, qu'est-ce que la personne peut, qu'est-ce que je pense, et c'est aussi pour ça que l'expérience a énormément d'importance et que c'est super dans la théorie, mais l'expérience c'est aussi ce truc là de ce feeling, ce truc, cette intuition de ok, ça je l'ai déjà vu, ça peut-être
ça va peut-être bien marcher ça sur elle, tester. Et bien sûr, ça va passer par des erreurs. Combien de fois j'ai fait un plan et ça s'est mal passé, ou c'était pas le bon plan, et c'est pour ça que là je suis aujourd'hui devant une caméra et j'arrive à me dire, ok, je pense que j'ai un peu de données pour me dire que j'ai une certaine pertinence là-dedans. Évidemment, j'ai encore énormément de choses à apprendre là-dessus, mais ça m'amène quand même une certaine perspective de ce qui peut être pertinent à essayer en fonction des contextes. Donc on va dire le truc à retenir de cette leçon, c'est arrêter de doser la motivation sur ce que le client annonce et doser sur ce qu'il va réellement te dire pour s'assurer de la réussite, parce que l'adhésion c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. C'est que ce que la personne va réussir à tenir et du coup comment je fais pour que cette personne ait une certaine adhésion. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont extrêmement forts en coaching, parce que sans que ce soit des énormes cracks techniquement parlant, parce que tout simplement ils ont très bien compris ce principe-là de comment je fais pour que la personne adhère au mieux à son plan. Voilà pour cette première leçon. Donc le moins est souvent le mieux, et parfois c'est tout l'inverse. Voilà comment je l'avais nommé. Leçon numéro 2. Les protocoles de coaching, ça ne fonctionne pas. Celle-là, elle est sympa, je trouve. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand on est coach, c'est hyper important de connaître les guidelines. Donc quand je parle de guidelines, je parle de connaître les guidelines pour les macronutriments, potentiellement pour les micros, peut-être pas les connaître par cœur, mais en tout cas les avoir quelque part, les avoir en tête, avoir quand même un ordre d'idée. Connaître les recommandations un peu de santé, le volume d'entraînement qui pourrait être à peu près optimal, en tout cas avoir un peu une idée, la fréquence d'entraînement, comprendre un petit peu en tout cas qu'est-ce qu'on connaît des guidelines très globales en entraînement, en nutrition, potentiellement ça peut aussi être intéressant au niveau du sommeil, avoir quand même les guidelines en tête, ça c'est assez non négociable. Donc je dis pas qu'il faut ignorer les règles, loin de là, et je dis même l'inverse. Le vrai problème, c'est quand on utilise ces guidelines comme une vérité totalement générale, en mode ça c'est une guideline, il faut l'appliquer, A plus B égale à B, moi on m'a dit qu'il fallait dormir 8 heures par nuit, donc c'est 8 heures par nuit. Donc voilà, l'humain, il faut bien dire que c'est pas des mathématiques, et que le but des guidelines, c'est justement de pouvoir naviguer en les connaissant, s'en rapprocher, parce que elles amènent quand même une certaine vérité, mais évidemment qu'il faut les adapter au contexte. Parce que tous les humains ont des contextes différents, et parfois selon le contexte, ça va être l'inverse de la guideline qui sera le plus optimal. Et clairement, quand j'ai capté ça, je sais que même quand je faisais des progs, c'est pas longtemps, j'ai fait des progs où je me disais qu'est-ce qui était je faisais ce qui était le plus optimal sur le papier. Les exos les plus stables, de l'unilatéral idéalement, pas mal de temps de repos entre les séries, pas de superset du tout. Donc voilà, j'avais vraiment ce truc de l'exo le plus optimal sur papier, c'était l'exo le plus optimal dans la vraie vie. C'est totalement faux. Ma façon de programmer maintenant, elle est beaucoup plus tournée sur, ok, dépendant de qui je vais avoir devant moi, mais ok, qu'est-ce qui est le plus optimal pour que la personne adhère et un certain volume, que les séances soient pas trop longues, que ça soit facile à setup en fonction de l'heure où elle s'entraîne, etc., etc. Donc, et très souvent, je parle de ça, là je parle d'entraînement, mais en nutrition c'est un peu préparé. Parfois les guidelines exactes, ça sera sûrement pas la meilleure strat pour la personne. Donc, toujours intéressant, je prends un exemple tout bête, mais quelqu'un qui aurait énormément de mal à manger par exemple, donc pour qui ça serait très dur d'avoir ses calories, qui a l'habitude par exemple de boire, j'aurais plutôt tendance à recommander pour la plupart des gens de boire des boissons édulcorées 0 calories. Si la personne, ses habitudes c'est plutôt de boire des boissons sucrées, j'irais peut-être pas lui recommander d'arrêter de les boire, parce que c'est une personne qui potentiellement a pas un poids de corps qui est très haut, donc a potentiellement et a beaucoup de mal à prendre du poids. Son habitude actuellement, donc sa nutrition est assez compliquée, ses habitudes actuellement c'est de boire des boissons sucrées. Donc si je lui enlève ces boissons sucrées, ça veut dire que je lui enlève un pôle de ses calories. Je pourrais lui remplacer par des jus de fruits par exemple. Mais est-ce qu'elle aime les jus de fruits? Est-ce que ça passerait pour elle? Est-ce que c'est pas aussi du coup prendre le risque qu'elle ait de l'enlever de ses habitudes alors qu'elle a des habitudes qui sont compliquées? Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est super les guidelines, mais il faut réussir à prendre du recul sur le contexte de la personne, sur qu'est-ce qui va m'amener à faire avoir des résultats à cette personne.
plutôt que de se dire ok, les guidelines disent ça, il faut faire ça. Donc on peut prendre un autre exemple qui pourrait être intéressant, qui je pense qui est un peu plus parlant que les boissons sucrées, c'est les repas, par comment dire, les aliments bruts. On pourrait de manière globale se dire les recommandations c'est de manger relativement brut, limiter les aliments transformés, etc., etc. Sauf que quand on parle de quelqu'un qui a eu toujours l'habitude de manger des aliments transformés, en fait on va pas pouvoir la passer sur 80% d'aliments bruts. Ça peut potentiellement être très compliqué au départ. Même si par exemple si elle n'a pas le temps de faire à manger, pas l'énergie mentale, ce genre de choses, peut-être que l'amener à avoir une alimentation qui est peut-être un tout petit peu plus transformée, en restant cohérent et en l'amenant tranquillement vers une alimentation peut-être plus brute, ça aura du sens. Mais il y aura cette phase de transition, et si cette personne, je lui dis direct, non, il faut que tu manges brut dès le début, en fait, peut-être qu'elle n'arrivera jamais à tenir ce que je vais lui donner. Peut-être que des calories, lui rajouter des calories libres avec des aliments transformés pour justement l'aider à faire la transition, ça pourra avoir du sens. Donc voilà, encore une fois, il y a plein de... Même dans un contexte de quelqu'un qui voudrait manger beaucoup, qui n'arrive pas à être en surplus parce que son appétit est un peu le facteur limitant, est-ce que peut-être lui mettre un peu d'aliments transformés, ça n'aurait pas un peu de sens? Voilà, bon, c'est encore une fois la dose qui fait le poison quand on parle de nutrition, mais c'est un peu pour que vous puissiez te rendre compte que les guidelines, elles sont faites pour avoir des garde-fous, pour avoir des repères, mais qu'il faut réussir à naviguer entre elles pour comprendre, ok, et ça va aussi par comprendre les principes fondamentaux. Qu'est-ce qui va amener à ce que mon client progresse? Déficit qui sont en déficit calorique, c'est perdre du gras. Comment je le mets en déficit calorique? Au lieu de se dire juste, ok, la guideline c'est manger brut. Donc revenir toujours à principe fondamental, qu'est-ce que je peux faire pour amener à réussir à respecter ce principe fondamental? Voilà un peu sur cette partie, un peu sur les guidelines. Je mets quand même un garde-fou là-dessus parce que je pense que ça pourrait vite être dit en mode on s'en fout des guidelines, on fait un peu à notre sauce et avec notre intuition. Je pense que justement l'important c'est de connaître tellement bien les guidelines qu'on peut s'en éloigner parce que on sait pourquoi on s'en éloigne. C'est-à-dire on sait que c'est sûrement pas le plus optimal sur ce que dit peut-être la science, mais dans son contexte c'est peut-être le plus optimal. Parce que si tu connais pas du tout et tu fais un peu genre ok moi je vais faire ça à l'instinct, vas-y là je sens que ça va être bien, là on va être là risque d'y avoir un petit peu des problèmes, et du coup la nuance encore une fois c'est maîtriser les règles pour pouvoir s'en détacher, pas les ignorer parce qu'on les connaît pas quoi, c'est un peu un sens. Et pourquoi du coup la plupart des gens, et pourquoi moi-même pendant très longtemps, en tout cas une bonne partie du début de mon coaching, je suis tombé dans ce piège-là parce que en fait c'est confortable. C'est confortable de suivre des guidelines, de se dire moi j'ai entendu ça donc je fais ça. Et du coup ça enlève un peu toute cette partie de réflexion. C'est aussi rassurant en fait. On nous dit tu vois A, tu fais B. Mais en fait c'est cool en fait, c'est vraiment, et beaucoup on cherche ce truc là d'être rassuré, de trouver ce truc de facile où il y a une réponse A, il y a une réponse B et puis on suit et c'est tout quoi. Mais en fait ça enlève encore une fois cette partie d'humain, d'analyse et de compréhension de l'humain, de ok j'ai cet humain en face de moi, comment je fais pour l'amener à justement A, sachant que B ne fonctionne pas sur lui, peut-être essayer X, Y, Z, c'est peut-être pas bien documenté, mais je sens que ça c'est peut-être ce qui peut marcher. Donc ouais, mais parce qu'encore une fois c'est aussi le meilleur moyen de fournir une expérience qui n'est pas adaptée au client, de fournir un plan qui n'a pas été adapté au client parce qu'on s'est juste contenté de suivre des guidelines. Donc le final un peu de cette leçon, c'est je pense d'apprendre les règles à fond pour les comprendre au maximum et ne plus être obligé de les appliquer en pilote automatique, mais justement pouvoir s'en éloigner quand c'est nécessaire et pouvoir aussi les avoir en tête et les utiliser parce que c'est aussi dans la plupart des cas, si c'est des guidelines, c'est que dans la plupart des cas elles fonctionnent pour une bonne majorité de la population. Et la dernière leçon, je l'ai appris récemment pour le coup, ton client va te mentir et c'est souvent sans le vouloir. Ça c'est intéressant parce que le but encore une fois ici c'est pas de dire que tous les clients sont des menteurs,
et qu'il ne faut pas croire ses clients et qu'on part du principe qu'ils mentent. Ça, c'est, je pense, le pire truc parce que pas de relation de confiance. Et là, on part très très mal dans un coaching si on part comme ça. Mais le truc à se dire, c'est que le déclaratif, donc ce que le client nous déclare, nous donne comme info, aura toujours un biais. Et je pense que c'est important de aussi essaye de ton côté, que ce soit toi-même dans ton quotidien ou avec les gens autour de toi, de te rendre compte de la non-déclaration ou des petits à côté, des petits trucs. Si tu as déjà vécu en communauté, si tu as déjà vécu avec plusieurs personnes, potentiellement si tu as déjà vécu avec quelqu'un que tu as coaché, tu peux te rendre compte de plein de petits trucs au cours de la journée où tu te dis ah, ça c'est pas dans le plan, ça c'était pas prévu, ah il y a ça, ah mais ça elle l'a pas fait comme ça. En fait il y a plein de petits trucs où la personne pense sincèrement qu'elle a suivi à 100%, que tout a été bien fait, et finalement il y a quand même pas mal de petits trucs où on n'est pas vraiment dans les clous. Que ce soit avec les petits à côté au niveau de l'alimentation, hein, le café, le sucre dans le café, le petit carré de chocolat noir, un petit peu plus de quantité par-ci par-là, le repas libre où en fait il y a eu un petit truc en plus mais on a un peu oublié. Enfin voilà, c'est des trucs qui sont même, on s'en rend même plus compte finalement. Donc quand un client te dit qu'il a bien suivi, qu'il a fait ses séances, qu'il a respecté ses macros, c'est pas faux à 100%, mais c'est rarement vrai à 100% non plus. Et en fait c'est surtout ça qu'il faut se dire, c'est pas mon client ment, c'est plutôt ce qu'il me déclare, je vais garder en tête que c'est peut-être pas la réalité à 100%, parce que même lui, il est biaisé. Même lui, il se rend peut-être pas compte, et donc c'est pas de la malhonnêteté forcément de sa part, même si il y a des clients aussi qui... C'est inconfortable de dire qu'on n'a peut-être pas suivi, que on a peut-être craqué sur l'alimentation, qu'on a fait plus de repas libres que prévu, qu'on n'arrive pas à tenir le plan. Donc on est tous assez mauvais pour s'auto-évaluer, on a tous tendance à sous-estimer ce qu'on mange, surestimer à quel point on se dépense, etc. etc. Et l'idée c'est vraiment de le garder en tête pour, en fait, on va le voir un peu plus tard, pouvoir naviguer entre ce qui est dit, les données réelles, et pouvoir corréler tout ça pour prendre des décisions. Parce que le mec qui te dit qu'il suit le plan par exemple à la lettre, le poids bouge pas depuis 3 semaines, il n'y a en général pas de magie. Il y a souvent des écarts. Il déclare peut-être pas vraiment, sachant que en général peut-être le poids très bien drop pendant un mois avec ce total calorique. Si ça arrête totalement de drop, souvent les chiffres ne mentent pas. Après, on peut toujours, il peut y avoir des adaptations métaboliques, il peut y avoir une moins de dépenses, il y a quand même des explications à chercher, mais très souvent, il faut aussi garder en tête que ça c'est une explication, et c'est une explication qui est très 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 plausible et qui arrive très souvent. Ce qui veut dire, c'est que la sous-estimation de ce qu'on mange, c'est un des trucs les plus documentés en nutrition. Donc j'ai sorti un peu des chiffres là-dessus. Donc selon le profil et la méthode, ça va de 10 à 50%. 50% c'est énorme. Si on parle de 2000 calories par jour, ça veut dire que au lieu de 2000, il y en a 3000. Même 10% du coup. Ça fait 2000, au lieu de 2000, on est à 2200. 2200 toute la semaine, ça fait 200 cales de plus. Donc 200, 2 x 7, ça fait 1400 cales en plus sur la semaine. Ce qui peut annuler potentiellement une partie d'un déficit, largement. Du coup, il y a beaucoup d'études qui ont mis ça en avant, notamment l'étude de Nature and Food de 2025. C'est l'équipe de... Alors, il a un nom très chelou, Pat Junaid et son équipe. Étude qui a été quand même très big, il y a eu près de 18 000 personnes, environ un relevé alimentaire sur 4 était faux. 27% et jusqu'à 30 à 38% chez les adultes. Donc on est plutôt sur une fourchette de 20 à 40%. Et l'écart moyen entre ce que les gens déclarent et ce qu'ils mangent vraiment, ça tournait entre 500 à 800 cales par jour. Par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle du coup de 3500 à 5000 cales par semaine. Et ça c'est pas nouveau, parce que il y avait Lichman qui avait déjà montré ça en 1992 notamment, avec 47% de sous-déclaration, et notamment chez les profils en surpoids. Donc il faut se dire que plus la personne est en surpoids, plus ce risque est grand. Donc les grosses variations, ça va surtout là vers les 50%. Du coup, dans la population en général, on pourrait dire qu'on est entre 10, 20, 30%. Donc c'est énorme et c'est très documenté là-dessus. Ça, on le sait que ça arrive. Donc, en tant que coach, c'est vraiment hyper important de garder en tête que ça va arriver. Et quasiment tous vos clients. Donc, gardez ça en tête. Je pense que c'est vraiment important.
Et du coup, le vrai principe, c'est en fait le croisement des données. C'est de croiser ce qui est déclaré, donc qui est relativement, on pourrait dire, subjectif, qui peut avoir du biais, et les données qui sont beaucoup plus objectives, notamment le poids de corps, les photos, les mensurations, les biofeedbacks, etc., etc. Ça, c'est des... Et en mettant les deux en lien, du coup, ça, c'est notre job, hein. C'est du coup de croiser les sources pour justement avoir des datas qui vont être peut-être assez exploitables, on va dire, et qui va permettre de prendre des bonnes décisions. Et pouvoir permettre aussi parce qu'encore une fois les chiffres ne montrent pas forcément, de pouvoir aller, si on n'a pas toutes les données, si la personne dit par exemple que tout se passe bien, qu'elle suit le plan comme il faut, qu'il n'y a aucun souci, mais que les données nous disent absolument pas ça, peut-être aller creuser, peut-être qu'il y a un truc à aller chercher, peut-être que là c'est le moment de proposer un call, d'aller à la pêche aux infos. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce croisement des données, de partir du principe que du coup il y a deux types de données et que la qualité de la donnée dépend vraiment de ça. Et c'est aussi toute l'importance de pouvoir récolter des données facilement. Et du coup le gros avantage du call, contrairement aux messages vocaux, aux messages normaux, c'est que des messages vocaux et des messages normaux ça se prépare. Donc c'est-à-dire que la personne a le temps de réfléchir. On capte pas le langage non verbal, il y a pas mal de trucs qu'on capte pas dans ce genre de type, dans ce canal. Donc un truc qui peut être très intéressant, comme je disais, c'était les appels quoi. Ça va permettre de capter les hésitations, le langage corporel, relancer direct dès qu'il y a un truc de et du coup là tu sens qu'il y a un peu une petite friction. Ok, là tu vas pouvoir aller creuser, aller peut-être dire ce que la personne, enfin aller chercher ce que la personne n'ose pas trop te dire. Donc je pense que quand on est face à ce genre de contexte, le call c'est sûrement le mieux pour aller chercher de l'info quoi. Le lien avec tout ça encore une fois c'est que la prise de données elle est centrale, hein. Sans croiser les sources, clairement tu pilotes un peu l'aveugle. Si tu pars du principe que ce que me dit le client est une vérité générale, 100% sûr, crois-moi que ça risque d'être compliqué arriver à un certain moment. Et d'ailleurs, c'est une grosse partie de pourquoi on construit Synergie, hein, très clairement. Centraliser les vraies données, rendre facile la prise de données pour nos clients, pour que nous, on puisse derrière les exploiter facilement. Parce que pour ceux qui ont déjà travaillé sur Google Sheet ou sur d'autres systèmes, la prise de données, que ce soit au niveau des pas, au niveau du poids, au niveau peut-être des photos, ça va être beaucoup plus compliqué. Et sans données, encore une fois, objectives, on va avoir du mal à croiser tout ça et à pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc, leçon de cette leçon, on va dire, part du principe que le déclaratif, il est toujours un peu biaisé. C'est pas un problème en soi, c'est plutôt le croisement avec de la data objective qui va te permettre de prendre des vraies décisions. Fin des 3 leçons. Je pense que j'en avais encore pas mal, mais je me suis dit que 3 leçons c'était déjà bien. Le but c'était d'avoir des trucs qui sont directement applicables. Moi je veux que tu sortes de ce podcast et que tu te dises ok, là j'ai appris des trucs qui vont me permettre de changer peut-être ma façon de coacher, ma façon de réfléchir, d'avoir une nouvelle perspective. Donc voilà, le but c'est pas de te binge encore une fois le plus de leçons possible. Puis je regarde un peu sous le coude pour les prochains épisodes. Mais ouais. Et du coup, comme promis, team building à Toulouse avec l'équipe Synergie. Donc on s'est retrouvé à Toulouse parce qu'une grande partie de l'équipe vit là-bas. Donc moi c'était la première fois que je mettais les pieds à Toulouse. Ville très sympa, très très chaud par contre, comparé à ma petite Bretagne. Mais très sympa, très beau. Et franchement j'ai bien aimé la ville. On s'est tous posés du coup autour d'une table pour rédiger... Du coup, c'est un peu le moment un peu sérieux de la semaine. Enfin bon, ça a été pas mal sérieux quand même, on avait pas mal de boulot. Mais pour rédiger du coup notre pack d'associés. Parce que bon, comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Et le but c'était aussi de cadrer un petit peu tout ça. C'est pas le truc forcément le plus fun, mais voilà, pour structurer les choses, que ça parte pas en vrille dans les années qui arrivent. C'est important d'avoir quelque chose de bien structuré, qu'on sache tous, qu'on ait vraiment des comment dire, des garde-fous, des guidelines, que tout soit bien cadré. Je pense que c'est important pour la suite. C'était aussi le premier resto avec toute l'équipe réunie, donc ça c'était vraiment un bon moment, c'était super cool. Parce que bon, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, mais du coup c'était... en tout cas moi je les ai, alors, on s'était pas tous rencontrés en même temps, donc là le fait de pouvoir aller au resto,
en équipe, discuter, ça amène vraiment pour les team building et de créer du lien. Je pense que pareil, quand on a une équipe, il y a aussi c'est aussi le gros avantage de pouvoir travailler en physique et d'être proches les uns des autres, c'est de pouvoir, ça fuse quoi, ça va beaucoup plus vite, les idées vont plus vite, ce qu'on mettait peut-être plusieurs fois à itérer quand on était en call ou quand on était à distance, là on va l'itérer beaucoup plus vite. Donc ça c'était vraiment vraiment sympa. Et l'objectif réel en vrai de cette semaine, c'était du coup évidemment de pouvoir structurer au maximum, calibrer nos process, parce qu'on avait bien évidemment des process qui étaient déjà en place, mais reposer les choses en étant tous ensemble, et ça permet vraiment d'itérer beaucoup plus vite que si on était sur un call par exemple. Le but c'est aussi de poser la roadmap des 6 prochains mois, avoir une vision très claire de où on voulait aller. Donc on s'est posé une semaine dans un Airbnb, très sympa, on avait télé pour pouvoir mettre screen partage, et puis on pouvait vraiment itérer à fond sur la roadmap, sur où on voulait aller, et remettre vraiment tout le plus possible à plat. Donc là c'est très cool, la sortie de tout ça, c'est qu'on est reparti tous avec une vision, je pense, très claire, alignée sur où on emmène Synergie. Donc c'est vraiment ce qu'on était venu chercher, donc c'était très 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 cool. Je pense qu'on est tout bon pour ce podcast. Je sais pas du tout combien de temps il fera. Je pense qu'on sera sur une bonne 20-30 minutes. Le but c'est pas que ces épisodes soient forcément très longs. Le but c'est vraiment de donner de la valeur, que tu repartes du podcast avec des leçons qui te permettront d'améliorer ton coaching directement. Et du coup, si t'es coach et que ce genre de réflexion ça te parle, Synergie c'est exactement ce qu'on construit. Donc si ça t'intéresse, si t'as pas encore testé Synergie, tous les liens sont en description, c'est gratuit, t'as 14 jours d'essai. Et si le podcast t'a parlé, n'hésite pas à follow, à partager, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, très bonne journée et puis à la semaine prochaine.